Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette Artist Talk qu'on aurait bien aimé faire le week-end après l'ouverture, mais cette ouverture n'a pas eu lieu que pendant une journée et que nous faisons maintenant ici. Je suis Bruno Verberg, le directeur opérationnel des services orientés vers le public de l'Africa Museum et c'est notre service qui est responsable pour le montage et donc toute la gestion des expositions temporaires. Et pour cette toute première exposition temporaire dans le musée qui vient d'ouvrir maintenant il y a 2 ans, nous n'avons pas choisi, comme c'était peut-être souvent le cas, d'avoir une exposition qui fait le lien avec la recherche qui se fait dans le musée, mais nous avons délibérément choisi de donner l'espace à un artiste, en fait 2 artistes, Freddy Tsimba et Inkoli Jambofan. Et voilà, je vous souhaite vraiment un bon débat et je donne la parole à Ayoko Mensah. Merci beaucoup. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce talk fort attendu. Bonjour Freddy, Tsimba, bonjour Nkoli, Jean Bofan et bonjour Yala. Merci. Nous allons donc commencer le talk, mais avant effectivement de vous présenter, je voudrais encore une fois remercier toute l'équipe en fait qui a à la fois préparé ce talk, l'équipe du musée, vous-même, et puis l'équipe aussi de Storycatcher qui donc organise en fait ce webinaire, l'aspect technique. Nous allons avoir 1h30 de conversation, dont 30 minutes seront réservées pour vos questions. À vous qui nous écoutez, donc vous pouvez les poser dans le chat et évidemment nous y répondrons. Pour vous présenter, je vais commencer évidemment par Freddy, puisque voilà, vous êtes au centre de cette très belle exposition intitulée Mabele et Lekilola. Oui. Qui signifie, c'est un titre sur lequel évidemment on reviendra parce que c'est un titre très fort, La terre plus belle que le paradis. En lingala, et l'exposition donc est à l'Africa Museum, comme l'a dit Bruno, jusqu'au 15 août 2021. Donc vraiment pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir puisqu'elle est rouverte maintenant depuis quelques jours. Freddy, oui, on va quand même revenir sur votre parcours. Vous êtes né à Kinshasa, où vous vivez, où vous travaillez toujours. Vous avez étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Puis, vous vous êtes formé durant 6 ans auprès de maîtres fondeurs au Congo. Et donc, vous travaillez le bronze, mais aussi différents métaux, par le biais d'objets que vous récupérez, et notamment donc des douilles de balles, des cartouches, mais aussi des cuillères ou encore des clés, dont sont composées en fait vos œuvres qui sont exposées là actuellement au musée. Vous êtes aujourd'hui reconnu au Congo, mais aussi en Afrique et sur la scène internationale. Vous avez participé à plusieurs biennales de Dakar, à des expositions collectives prestigieuses comme The Divine Comedy ou encore Afrique Capitale sous l'égide de Simon Djamil. Et vous étiez en résidence en fait au Musée royal de l'Afrique centrale en 2016, où vous avez réalisé en fait 2 œuvres majeures pour la réouverture du musée. D'abord, Centre fermé, rêve ouvert. Ce sont 8 personnages qui rendent hommage aux réfugiés et qui sont postés vraiment juste à l'entrée du musée. Donc, c'est un peu le premier contact en tant que visiteur que l'on a avec le nouveau musée. Une œuvre extrêmement forte que l'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans un instant dans le slideshow. Et puis, une deuxième œuvre, Ombre, qui utilise la lumière comme médium et qui rappelle en fait la mémoire des Congolais victimes de la colonisation dans la salle mémoriale du musée. Je voudrais aussi rappeler que pour les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme, le Palais de Chaillot vous a commandé une œuvre monumentale pour célébrer cet anniversaire qui est donc porteuse de vie et qui trône donc dans cette institution depuis 2018.
On reviendra sur votre engagement, et notamment pour le respect des droits humains, en particulier, voilà, tout à travers votre œuvre, comment finalement les plus fragiles, les réfugiés, mais aussi les mères, les enfants sont vraiment extrêmement présents. Inkoli, Jean Beaufan, un grand merci d'être là. C'est un plaisir évidemment de vous retrouver. Vous êtes né au Congo, vous êtes un romancier évidemment reconnu. Votre œuvre a été primée et a reçu de multiples prix et traduite dans plusieurs langues. Vous avez publié notamment chez Actes Sud Mathématiques congolaises, Congo Inc., le testament de Bismarck et La Belle de Casa. Vous avez été commissaire du festival Congo am Rhein à Bâle en Suisse en 2017 et votre nouvelle œuvre Nation cannibale qui paraîtra en 2022 chez Actes Sud prend pour l'un de ses personnages Freddy Tsimba. Donc on retrouve effectivement du coup des extraits en fait de votre nouvelle œuvre avec le personnage de Freddy dans l'exposition. Enfin, Yala Kisukidi, vous êtes agrégé et maître de conférences en philosophie à l'Université de Paris 8. Vous avez été vice-présidente du Collège international de philosophie et vous êtes actuellement membre du comité éditorial de la revue Critical Time, éditée par Duke University. Vous êtes également membre du comité éditorial des Cahiers d'études africaines, une coédition CNRS-EHESS. Vous êtes spécialiste de philosophie française contemporaine et de philosophie africana. Et vous êtes également co-commissaire de la Biennale Yango 2 à Kinshasa, qui se tiendra du 5 novembre au 5 décembre. Donc c'est vraiment une joie voilà, de vous avoir aussi vraiment sur ce panel aujourd'hui. Évidemment, on aurait aimé, je pense, tous se retrouver voilà, dans l'enceinte du musée, à côté de l'exposition, et qu'on puisse être vraiment en lien. Mais voilà, les contraintes sont ce qu'elles sont et on s'y adapte. Et puis, on est vraiment ravis d'avoir cette conversation ensemble autour de cette exposition importante. Donc, avant de commencer la première partie du talk, en fait, qui abordera plus particulièrement les différentes trames curatoriales en fait de l'exposition, je vous propose de la découvrir rapidement en images avec un premier slideshow. Donc, on peut lancer. Voilà, super, merci beaucoup. Voilà, c'était une manière voilà, d'entrer effectivement, de se rappeler voilà, l'exposition, de voir un petit peu l'espace aussi, les nombreuses œuvres qui sont installées, à la fois vos œuvres, mais aussi des œuvres issues des collections du musée. Donc c'est vraiment un très vaste espace. Avant d'aborder plus particulièrement en fait votre travail, Freddy, je voudrais qu'on aborde un petit peu votre relation en fait au lieu même, en fait, puisque ce n'est pas, l'exposition ne se passe pas dans n'importe quel, j'allais dire, centre d'art européen, mais dans un lieu qui est particulièrement chargé, avec une histoire évidemment liée à la colonisation belge, puisque le lieu au départ, le bâtiment a été voulu
par Léopold II, et c'était l'ancien musée du Congo belge. Donc voilà, ce serait intéressant tous les deux de savoir comment finalement vous gérez en fait votre relation avec ce lieu-là. Est-ce que ça a influencé votre travail sur l'exposition? Avant juste de vous donner la parole, je voudrais juste dire que effectivement, je crois que Yala n'est plus en ligne, qu'elle a eu un petit problème de connexion, mais donc pour l'instant, voilà, menons la discussion avec vous le temps qu'elle se reconnecte. Freddy, est-ce que... Merci, Yoko. Et merci tout le monde d'être là présent pour cette discussion. Je pense qu'il sera magnifique et enrichissant pour tout le monde. Oui, je pense que parler de la Belgique, on ne peut pas passer à côté du musée des Tervuren, Africa Museum maintenant, parce que c'est un lieu chargé, très très chargé même, qui rappelle le Congo. Voilà, les bateaux, le masque, les objets, donc comme on les appelle, c'est un peu le Congo, parce que moi j'ai jamais vu l'éléphant en live, et c'est là où j'ai vu l'éléphant déjà, pour dire, et même s'il était empaillé, mais c'est là où je me suis rendu compte que tiens, cet animal éléphant est immense. Donc voilà, donc c'est un lieu qui m'a permis d'ouvrir aussi une page de mon histoire qui était enfouie. Et je pense que pour moi, c'est un lieu qui devait normalement être visité, revisité. Voilà, qu'on doit vraiment, comme on avait dit avec le Grand Prix Iko Jean Bouffane, qu'on devait enlever les tôles et mettre nos tôles à nous. Enlever les portes et mettre nos portes à nous. Enlever les fenêtres et mettre nos fenêtres à nous. Chacun est libre de mettre ce qu'il veut, parce que ce lieu-là n'est pas un lieu qui reste pour la Belgique. C'est un lieu pour tous, pour nous tous. Donc, voilà, exposer dans ce lieu, pour moi, c'était fort, parce qu'au départ, c'était aux Beaux-Arts, mais aux Beaux-Arts, ça ne s'est pas fait. Et avec le temps, le musée a comme ouvert les portes, donc ça nous a permis d'être là dans ce lieu. Et je pense qu'on a fait ce qu'on a fait. On a amené les œuvres, on a amené une partie de nous pour vraiment être là présent, en âme et en esprit, parce que c'était important d'investir ces lieux et de s'en accaparer pour vraiment voilà, questionner l'espace, mais tout en donnant une autre dimension à ces lieux qui, pour moi, n'est pas un lieu anodin. C'est un lieu chargé, très, très chargé même. Jean Bouffane, votre rapport au lieu? Ouais. Oui, très content de me retrouver ici. Parce que je crois que c'est important de parler de cette exposition. Comme vous disiez tout à l'heure, Yoko, ce n'est pas un lieu anodin, ce n'est pas n'importe quel centre d'art en Europe, non. Il s'agit de Tervuren. Tervuren, pour nous, c'est... Quand j'étais pour ce projet, quand on m'a appelé, c'était la 3e fois que je l'ai dans ce musée, pour vous dire. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là à Bruxelles, j'y étais quand j'étais petit. Non, il y a pas mal d'années, de décennies que j'ai passé dans ce pays, et pourtant, j'y étais, depuis que je suis adulte, quand j'étais petit, j'étais une fois. Quand j'étais adulte, j'étais 2 fois. Et là, je suis rentré pour la 3e fois, mais c'est pas évident. Dans un endroit, moi, je connais des gens, je connais des Belges, je connais des Congolais qui n'osent pas y aller. Ils me disent toujours, je vais y aller, mais au fil des années, ils n'y vont pas. Je parle bien de Congolais et de Belges. Mais souvent, c'est des Belges qui ont eu un rapport avec le Congo. Dans cette histoire, comme dit Freddy, c'est un lieu qui appartient à notre mémoire à tous, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Aujourd'hui, les gens qui badigeonnent de peinture rouge les statues de Léopold II, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Belges. Vous comprenez ça? Donc, il était temps, et c'est un peu dans cette démarche-là de décolonisation, si on veut, que je suis arrivé là-bas. C'est pas pour être commissaire d'une expo, malgré que Freddy Tsimba, c'est un frère. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu y aller. Dans le sens que quand on m'a proposé ce commissariat, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais écoute, je ne voulais pas. J'ai dit non, vous savez, votre endroit, c'est très compliqué, je vais souffrir. Oui, mais c'est ton ami Freddy. Parce que la personne qui savait que le Freddy, c'est mon frère et que je suis à tout pour lui. Elle ne m'a pas vraiment convaincu, puis lui m'a appelé et il m'a expliqué, écoute Jean, moi je te connais, on se connaît. On est comme on dit au Congo, lui c'est moi c'est lui. Vous comprenez? Il y a
de ça, on a travaillé sur le festival Congo Amraïn à Bâle en 2017. Il était en résidence avec nous. Freddy est resté 1 mois. Il a construit les œuvres que vous voyez sur les murs de Tervuren. 3 ont été montées à Bâle. Vous comprenez? Donc, on est très proches. On est très, très proches. Je l'ai invité. C'était mon invité d'honneur dans ce festival. Il y avait des grandes pointures, mais lui, c'était mon invité d'honneur. Et c'est mon cœur aussi, Freddy Timba. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur cette exposition, vous étiez déjà dans l'écriture de votre prochain roman, Nation Cannibale, avec Freddy comme personnage? Non, je l'ai déjà écrit avant. D'accord. Les paumes, les kilos, Lola, elle vient après. Moi, je suis dans cette écriture. Dans l'écriture? Oui, ça fait près de 2 ans que je suis là-dedans. Donc déjà, vous aviez choisi Freddy comme un personnage de roman. Vous aviez vu en lui cette dimension qui est, parce que vous faites en fait, et c'est ce qui est vraiment très intéressant et je trouve très spécifique dans cette exposition, c'est que finalement en fait votre vision de romancier vraiment traverse en fait toute la scénographie et aussi l'exposition, le récit de l'exposition, et vous en faites effectivement un Prométhée, un alchimiste. Vous lui donnez vraiment au personnage même de cet artiste une dimension quasiment mythologique, capable effectivement de changer à la fois nos mémoires, mais aussi notre vision du monde. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez perçu bien avant l'exposition et qui vous a peut-être justement décidé finalement à accepter ce défi que de créer une telle exposition dans ce lieu? Pas seulement, à part l'amour que je peux me porter à Freddy, ce livre, ce prochain roman, il parle de quoi? Il parle d'esclavage et de libération. Ça se déroule sur deux, j'allais presque dire théâtre d'opération comme un champ de bataille. Ça se déroule sur 2 territoires, Haïti et Congo. Et donc Freddy, pour moi, représente il y a des principes, il y a des lignes qui arrivent, qui conduisent à la liberté. Et pour moi, Freddy était un des traits qui conduisaient à la liberté. Tous les personnages conduisent même pas à la liberté, mais à la libération, qui est un processus. Ça parle de libération et d'esclavage, pas de liberté, même pas de liberté, parce qu'il faut la gagner. Et jusqu'où on peut aller pour acquérir cette liberté? Qui représente la liberté pour chacun? Et Freddy Timba est un des biais de cette libération. Et comme le travail de Tervuren, il s'agissait de ça aussi. Il s'agissait de se libérer de l'esclavage, de la culpabilité, de la victimisation, de toutes ces choses-là qui nous traversent tous. Et quand je parle de ces jeunes qui badigeonnent les statues de Léopold II, je parle de jeunes Belges, donc c'est des gens qui n'ont pas connu la colonisation. Parce que, ouais, moi, j'étais pas. Tu n'étais pas, mais tu viens quand même badigeonner. Ils viennent badigeonner parce que ça leur fait mal autant qu'à nous. Et donc, Freddy Timba, c'était déjà quelque chose, c'était comme on dit à Kinshasa, un grand prêtre. Donc, c'était... Et moi, je ne suis là que pour narrer sa vie. Nous ne sommes que des narrateurs. Nous, les écrivains, on écrit, on ne cherche pas trop loin. Mais pour lui, c'était important. Quand il m'a eu au téléphone, il a dit, il n'y a que toi qui me connais. Ouais, mais il y a vraiment ce jeu de correspondance qui est extrêmement fort dans l'exposition, où finalement, Jean, vous mettez en récit finalement l'œuvre de Freddy. Vous en montrez justement toute la portée, et la portée notamment, j'allais dire, performative, qui parvient non seulement à rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire toute une partie effectivement de l'histoire du Congo, de la situation des Congolais, de personnes qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Et puis, j'allais dire réciproquement, Freddy nourrit totalement en fait votre imaginaire d'écrivain et devient, voilà, on sent un personnage de roman. Donc cette synergie-là, elle est vraiment extrêmement forte et intéressante et dans l'exposition. Freddy, ce dialogue avec Jean, qu'est-ce qu'il vous a apporté en tant qu'artiste? Je veux dire que ça m'a apporté beaucoup. Parce que au départ, voilà, je connais Jean, son écriture. Moi, j'ai toujours dit que c'est un personnage avec son écriture qui traverse le temps
grave et qui, quand on parle de Kinshasa du Congo, on va tous lire Mathématiques congolaises. Tous les gens qui viennent d'ailleurs, quand ils débarquent à Kinshasa, ils ont tous ces romans, ces livres entre leurs mains parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent saisir l'image ou l'âme du Congo. Parce que au président, au domestique, tous, on est dans ce pays-là avec tant d'énergie et il a réussi à le saisir. Et avec son écriture, il a aussi donné des passerelles à mon travail aussi. Parce que ce qui est fort, quand il parle de moi, quand moi je parle de mon expérience, par exemple à Kisangani, j'ai des mots. Des fois, je bégaye parce que je n'arrive pas à parler parce que c'est comme si je revivais ces émotions-là. Et lui, il a réussi à donner corps à des éléments, à des personnages comme la mort. Quand on voit la mort, on ne sait pas où la mort est. Donc voilà, la mort est là présente et on la voit. Donc ça, c'est quand même quelque chose de crucial. Et aussi, réussi à me donner corps aussi aux matériaux que j'utilise aussi. Quand je parle des machettes, quand je parle des éléments comme des cuillères, mais la machette, c'est une histoire. Et il arrive au moins à aller dans ce sens-là pour mettre les choses en place. Parce qu'il sent ça, il veut donner du corps à cela. C'est quand même quelque chose de crucial. Et moi, je trouve que je pense qu'il est la personne qu'il fallait pour cette exposition parce que c'était important pour moi d'être avec lui. Déjà ça, je peux dire que je suis ému parce que si l'expo à Africa Museum est magnifique, il y a beaucoup de son apport aussi. Par son écriture, par son... voilà, il m'a soutenu aussi, parce que c'est pas facile, comme on avait dit tout à l'heure. Yala, merci, vous nous avez rejoint, vous avez eu quelques petits problèmes techniques, mais voilà, merci d'être là. Vous n'avez pas encore pu aller voir l'expo, mais vous connaissez bien Freddy, évidemment, et Jean. Je vous ai présenté tout à l'heure, mais je pense que vous n'étiez pas en ligne. Vous êtes la co-commissaire de la prochaine biennale Yango 2 à Kinshasa. Comment vous voyez justement cette collaboration entre ce grand écrivain romancier qui est Jean, l'œuvre de Freddy Tsimba, et donc ce double jeu en fait de correspondance entre leurs deux univers artistiques? Je pense que je suis vraiment déçue de ne pas avoir vu l'expo réellement. Et c'est vraiment, comment dirais-je, en spectatrice textuelle, puisque j'ai vécu l'expo à travers le catalogue, à travers effectivement ce qu'on a pu en dire, la manière dont on a pu discuter. Et c'est à travers les textes en fait que j'ai pu appréhender le dispositif mis en œuvre et la co-construction en fait de l'exposition. Et c'est vrai que très franchement, au-delà des questions, comment dirais-je, du jeu avec le lieu Tervuren, je n'ai pas entendu malheureusement ce que disaient Jean et Freddy sur le lieu. J'étais vraiment curieuse d'entendre leurs réponses parce que je pense que ce sont des débats et des questionnements importants. Mais en tout cas, ce que je trouve très fort là, c'est vraiment d'avoir construit, nous avoir emmenés dans une fiction en fait. Et ce que j'aime avec l'espèce de collaboration entre deux artistes, après tout, puisque c'est ce qui se produit, c'est que chacun devient un peu la fiction de l'autre. Et quand on lit effectivement le catalogue en voyant des extraits du roman de Jean Boffan, oui, certes, le personnage s'appelle Freddy Tsimba, mais c'est aussi une création de Jean Boffan, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de commune mesure avec le Freddy Tsimba qu'on connaît. Il y a des projections complètes. Et moi, j'aime énormément ce jeu de mise en fiction parce que je pense qu'à un moment, ce jeu-là va se retourner contre Jean Boffan également. Et je me demande exactement aussi ce que Freddy Tsimba va s'amuser à faire de la figure de Jean Boffan. Donc moi, le principe, en tout cas, d'une exposition construite sur le dialogue entre deux artistes, je trouve ça extrêmement fort en fait, parce que ça nous plonge là aussi dans des jeux fictionnels, dans des jeux de fabulation qui sont fondamentaux. Et si on revient aussi à la question peut-être de la République démocratique du Congo, en fait, je pense que c'est un espace, un lieu qui est immense, un pays qui est immense, un pays aussi qui déborde de ses frontières, puisqu'il y a une diaspora énorme aussi qui vit hors du Congo et qui garde des liens très très puissants avec ce pays. Et c'est vrai que ce pays existe également comme fiction dans les déplacements des diasporas, comme fiction par l'accumulation des récits qui sont, comment dirais-je, produits au sein même du Congo. Et là, je trouve que
avoir construit un tel dispositif entre, d'un côté, de la sculpture, de l'autre côté, de l'écriture, de la mise en mots, de la mise sous forme plastique, etc., de ce jeu de fiction, je trouve ça très fort et très beau, en fait. C'est pour ça que je regrette d'en avoir juste une lecture tronquée à travers le catalogue. Et dès que les confinements, ces affaires de pandémie commenceront à être un peu mises de côté, j'ai vraiment hâte de voir l'expo. Mais c'est vrai, ce que vous dites, et c'est vraiment l'une des spécificités, je pense, qu'amène Jean, c'est effectivement la dimension fictionnelle. Et donc, en tant que commissaire, c'est vrai que souvent, on a des discours qui sont beaucoup plus d'ordre analytique ou d'histoire de l'art, voilà, qui analysent. Or, Jean, effectivement, nous amène vraiment dans cette dimension fictionnelle. C'est quelque chose, cette dimension-là, finalement, qui manque un peu dans les arts contemporains aujourd'hui. Alors moi, je sais pas, j'ai pas envie de faire un constat ni de dresser un tribunal sur ce qu'est l'art contemporain, sur les discours qu'on produit, ce qui ne devrait pas être. En plus, moi, le commissariat, j'y entre pour la première fois de ma vie, avec un événement qui est assez hallucinant, qui a une histoire aussi très forte, puisque c'est un événement, je parle de la Biennale Yango, qui a quand même été fondée là aussi par une des grandes figures de l'art congolais, qui malheureusement nous a quittés, Thierry Katembo. Donc, j'ai pas envie de m'ériger en tribunal et de commencer à dire voilà ce qui devrait être, voilà ce qui ne devrait pas être. Mais après, par contre, quand on se construit dans ces chemins, on a des préférences et on découvre en fait les types de langage auxquels on est plus sensible. Alors moi, je suis moins sensible peut-être à des langages qui vont être nourris par des approches muséographiques très serrées, par des approches d'histoire de l'art, là aussi, très nourries et très documentées. Je ne les néglige pas du tout, mais je suis plus sensible au jeu de correspondance poétique entre les artistes et peut-être aussi, puisque c'est l'univers duquel je viens, celui de la philosophie, la manière dont on peut utiliser la théorie pour nourrir la fiction, pour nourrir le pouvoir de la fabulation, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai pu lire, même avec un petit regard biaisé de ce jeu amical, en fait. Ça, je pense que c'est important parce que des artistes qui sont amis, qui font collectif, je pense aussi pour le Congo, c'est très beau, en fait, comme signe. Mais ce que j'ai aimé, en fait, là aussi, c'est d'avoir produit une fiction poétique, en fait. Une fiction poétique, le titre même de l'exposition nous entraîne là-dessus, même s'il s'agit vraiment de ne pas quitter la terre et de mettre de côté finalement peut-être des fictions religieuses qui maintenant sont datées, celles de l'enfer et celles du paradis. Il faut se réinscrire et remettre les pieds sur terre. Mais c'est vrai que dans le langage qui a été choisi de construction de l'exposition, de mise en dialogue, ce que je trouvais extrêmement passionnant, en fait, c'est de s'autoriser la possibilité de créer, de faire qu'une expo soit une création et de faire qu'une exposition, en fait, entraîne aussi ceux qui vont la vivre, la regarder, etc., dans les jeux de l'imagination. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Merci Yala. Vous évoquiez le titre de l'exposition. Alors c'est vrai, c'est un titre suffisamment fort et intriguant pour qu'on s'y arrête. Freddy et Jean, vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il recèle, ce qu'il signifie, pourquoi vous l'avez choisi? Mais ma belle est les kilos là. La terre plus belle que le paradis. Ça c'est Freddy. Et les kilos là, Naelengi. Lui, il a même ajouté Naelengi. Le plaisir. Et justement, il s'agit de ça. C'est-à-dire que notre vie, justement, en tant que Congolais, nous avons une vie qui frise à la fiction. On a toujours l'impression que ce qui se passe à Kinshasa n'est pas réel. Et vivre quelque part sur le fil de la réalité et de l'illusion de la fabulation, mes romans sont vrais. Ça a toujours l'air un peu bizarre, ils font des drôles de choses, mais ils sont vrais de A à Z. Ce qui arrive à Freddy dans mon roman, c'est vrai. Mais quelque part, il fallait remettre les choses, c'est-à-dire qu'il se retrouve, comme le dit Nadia, il se retrouve dans une histoire fictionnelle. OK. Mais c'est le seul dans le roman, j'ai toujours beaucoup de personnages, j'ai une dizaine de personnages, mais dans le roman et dans aucun autre, je crois que ce sera le seul roman que j'écrirai, où Freddy Tsimba s'appelle Freddy Tsimba. J'aurais pu prendre un personnage, un artiste congolais qui a un nom, puis je m'inspire de Freddy Tsimba. Je n'ai pas voulu m'inspirer de Freddy Tsimba. J'ai pris Freddy Tsimba, parce que son histoire, elle est presque fictive.
On a toujours vécu, nous-mêmes, on a vécu depuis qu'on est petit, on vit des histoires que quand on les raconte, ça a l'air. C'est quel film, ça? Et aussi, quelque part, arriver au musée de Tervuren, parce qu'on va parler du lieu quand même. Arriver dans le musée de Tervuren, pour moi, c'était quelque part. Excuse-moi, Bruno. C'était presque une épouvante. Mais en surfant sur le roman, ça me permettait j'avais une espèce de tapis magique avec lequel je pouvais voyager à travers dans le musée sans me faire trop de mal. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que cette histoire de réalité, de fiction, quand il s'agit du Congo, c'est totalement imbriqué. Nos histoires n'ont pas l'air vraies, mais elles sont vraies. Et là, je devais rentrer dans ce musée et en restant sur le fil de cet univers que j'avais créé au fil des mois et surtout pendant le début du confinement, c'était beaucoup plus facile. Évidemment, de temps en temps, j'étais face à Bruno, etc., et à toute l'équipe, et je vais descendre sur Terre. OK. C'était très, très difficile. Mais justement, le fait de pouvoir vivre... Parce que Freddy, son œuvre... On n'a jamais vu une œuvre pareille. Je connais des sculpteurs, mais on n'a jamais vu ça. Et moi, dès la première fois que j'ai vu le travail de Freddy, j'étais frappé. Et puis avec les années, son travail s'est amélioré au niveau esthétique, au niveau fini, et ça devient de plus en plus fabuleux. Je ne sais même pas jusqu'où il va aller. Mais donc, et il fallait rentrer à l'intérieur de ce bâtiment qui n'est pas évident du tout. Et aussi en rentrant là-dedans à travers quelque chose de bizarre. Quand eux, ils regardent et quand ils lisent le dialogue, quand l'équipe du musée lit les dialogues avec l'Iwa, celle qu'on appelle la mouette. La mort. Ça, c'est des choses que Freddy voit, mais il ne peut pas le dire. Et moi, je le dis, mais je le dis avant que lui me le dise. Parce que quand j'écrivais, et quand j'ai fini d'écrire, je lui envoie les extraits. Et c'était toujours « OK, ah non, là, tu t'es trompé sur ça. Ah tiens, oui, alors je lui pose des questions. » Et donc, pour eux aussi, quelque part, je voulais faire entrer le musée de Tervuren dans une réalité, mais cette réalité, ils sont tous les jours face à la réalité, quelque part, des activistes et de tous ces gens qui travaillent pour la décolonisation des esprits. Il y a là, tout le monde, on est tous là-dedans. Donc, eux, quelque part, ils sont au milieu du cyclone. Je ne sais pas si... Moi, je voulais leur faire entrer le rêve aussi. Leur inculquer. Dès les premières réunions, je leur disais que non, il y a un esprit que je veux faire entrer ici. Sans cet esprit, il n'y a rien qui va se passer ici. On va venir, les 2 artistes sont venus, ils ont fait leur travail, et puis voilà, on les a payés, ils sont partis. Non. Il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait vraiment d'ouvrir, comme dit Freddy, ouvrir ce musée. Ouvrir, faire sauter le toit, faire sauter les portes, faire sauter les murs, et tout refaire. Faire entrer l'esprit. Et l'esprit est entré parce que l'artiste est congolais, et tout a été géré, le commissaire, en l'occurrence, est congolais, totalement. Comme je vous dis, c'est quand même le musée de Tervuren, ça dit pour nous tous, pour tout le monde, ça représente un peu le lieu qui fait l'apologie de la colonisation. Mais nous sommes humains. Nous sommes humains, donc ces gens-là, j'ai parlé avec eux, je sais qu'ils ont beaucoup souffert. Moi, j'ai beaucoup souffert pendant le travail, mais je sais qu'eux aussi, ils ont dû faire face à changer leur certitude. Tout ce qu'ils ont pu penser, parce que c'est quand même une institution où les gens travaillent depuis des années. Un musée, c'est pas fait pour des gars, il a failli on ferme, ça n'existe pas. Donc, c'est des choses qui sont pérennes. Et eux, ils devaient faire face à toutes ces choses-là, et il fallait le faire entrer plus qu'autre chose que juste des instructions qu'un commissaire peut donner. Il y avait tout un esprit. Et Freddy possède cet esprit. Et alors, à 2, on s'est dit qu'à 2, on va réussir à le faire. Et je crois que voilà, il y a une ouverture qui s'est faite. Et pour ma part, parce qu'avec toute l'équipe, parce que je me suis beaucoup battu, parfois je prends une décision, il faut 4 jours pour que la décision puisse être adoptée. Et là, je remercie Bruno en direct, là, je ne l'ai pas encore fait. Parce que quand même, lui, il tenait sa chapelle, OK, mais en définitive, il me soutenait quand même toujours. En définitive, parce que comme je dis toujours, on est entre gens intelligents, donc il y a toujours moyen de dialoguer, et donc on pouvait discuter en réunion, mais on pouvait en discuter aussi en privé. Et il m'a toujours soutenu, donc ça dit que ce qui s'est passé là, ça s'est réellement passé. Notre ambition, à Freddy et moi, je crois qu'on a quand même réussi à atteindre cette ambition. Le résultat, c'est justement la beauté qui est exposée là dans cette salle. C'est fabuleux.
c'est fabuleux. Il y a là, tu iras voir. Et c'est fabuleux. C'est juste, moi, quand je m'y promène aujourd'hui, maintenant que le travail est fini, le jour du vernissage, je me suis promené là-dedans, je regarde souvent les photos, et c'est beaucoup, il y a beaucoup de... J'espère qu'à partir de là, on a un peu dépouillé certaines choses et que nos cœurs seront un peu plus légers à acquérir des choses. Voilà. C'est juste pour acquérir et surtout faire le lien entre le Congo et... Parce que ces choses-là sont à nous. Ces choses-là sont à nous, et c'est ça que j'expliquais. Je dis, nous allons vous traduire ce qui est là. Nous allons vous communiquer ce qu'il y a dans ces choses, dans les objets que vous avez oubliés, de ce lieu. Parce que nous savons. Parce qu'un lieu comme Tervuren, c'est pas seulement, on parle d'objets, on parle même d'objets d'art, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de traditions. Il y a des traditions qui ont disparu au Congo parce que les objets avec lesquels on exerçait cette tradition n'existent tout simplement plus. On va y venir d'ailleurs, Jean, puisque il y a des objets en fait issus des collections dans l'exposition. Mais peut-être un mot, Freddy, en fait, sur ce fameux titre. Dites-nous un peu, voilà, pourquoi et ce qu'il signifie pour vous. Et moi, j'ai dit toujours, comme tout à l'heure, moi je l'appelle Grand Prix. Aux fans, je l'appelle Grand Prix, c'est le nom que je lui ai donné, moi, Grand Prix. Je sais pourquoi. Donc, pour dire que moi, je ne veux pas qu'on m'amène, comme on dit, d'aller vivre au paradis. Parce que je me suis dit, qui est allé au paradis pour nous raconter qu'est-ce qu'il y a là-bas? Personne. Sur Terre, moi, j'ai vu des belles femmes. Sur Terre, j'ai vu, il y a du vin pour ceux qui aiment le bois. J'ai senti l'odeur de la vie, les fleurs. J'ai tout vu sur Terre. Sur Terre, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore fait. Mais comment on va amener les gens à aller vivre au paradis? On vous dit, laissez ce qui est sur Terre, aller vivre au paradis. Au moment où ces mêmes personnes, ils vivent comme des pachas sur Terre. Alors, on me dit, alors, le discours est mal interprété. C'est de ça qu'on en a parlé avec les gens. Mais votre œuvre est pourtant entièrement traversée par la mort, par les tragédies à la fois historiques et contemporaines du Congo. Je veux dire, quand vous faites effectivement vos œuvres avec des douilles de balles qui sont donc des milliers de douilles ou de cartouches que vous récupérez vraiment sur les lieux en fait de bataille du Congo, finalement la mort est omniprésente ou vraiment des tragédies contemporaines, l'aliénation, vous évoquez aussi bien sûr la question des églises du réveil et comment aujourd'hui les esprits, les âmes, les espoirs sont aussi vraiment tournés aujourd'hui et pris, presque confisqués effectivement par ces églises. Bon, la question évidemment des femmes, de leur situation, de leur fragilité, du viol des femmes, de la domination est aussi évoquée. Donc en fait, la mort, la tragédie humaine est omniprésente et pourtant, finalement, vous nous dites la terre est plus belle que le paradis. Oui, parce que quand j'ai dit ça, parce que j'ai dit quand on dit est plus belle que le paradis, on peut continuer la phrase. Tout à l'heure, on a dit ma belle lekelo la nelengi. On peut continuer la phrase. On peut encore dire ma belle lekelo la passi. Ma belle lekelo la nabisengo. Ma belle donc Elekina. Donc, la phrase, allait continuer. Ça, c'est à Jean de continuer à faire encore ça, pour dire que la terre, pour moi, dépasse le paradis par rapport à des choses. Et quand on voit une œuvre que j'ai réalisée avec des dieux de cartouches, mais c'est vrai que les dieux ont tué. Ces personnes qui étaient tranquilles dans leur village, on voit des gens débarquer, ils partent, ils meurent. Mais ces gens, on leur dit, mais quand je récupère les douilles, c'est pour ressusciter ces gens. Ce n'est plus la mort que je scande. C'est au-delà de cet élément-là, la douille, la machette, la cuillère voilà, la cuillère ramassée, ou la famine. Au Congo, c'est vrai que c'est un pays où on peut planter, on ne plante même plus. Moi, je ne plante pas. Il y a des choses j'ai des papayes qui donnent parce que j'avais jeté des graines. Partout. Mais il y a la famine. Pourquoi? Donc, pour dire que c'est juste, au fond, je cherche juste à scander que voilà, malgré tout ce qu'on a, malgré tout ce qu'on peut voir sur Terre, papa, maman, Ndeko, Omonia Lingala, la vie est belle sur Terre.
agrippons-nous sur terre, ne cherchons pas à aller trouver la vie belle, quelque part, on va nous scander ça. Parce que les gens qui nous vendent la Bible, par exemple, en parenthèse, ils vous disent quoi? Vivez bienheureux en œuvre, en esprit, je ne sais pas quoi, en richesse, cherchez plutôt le royaume des cieux, mais le royaume des cieux. Voilà, donc c'est des contradictions quelque part. Donc moi, je ne viens pas juger les gens, ni juger ceux-là qui scandent ça, mais c'est comme si ça devenait un fonds de commerce pour ces gens. Et beaucoup de gens sont perdus après, parce qu'ils ne savent plus comment vivre sur Terre, parce qu'ils voilà, ils sont dans l'église le dimanche, c'est pour la parade des habits, mais quelque part, j'ai eu beaucoup de discussions avec les pasteurs, avec beaucoup de gens, pour vraiment arriver à dire, tiens, finalement, je pense que tous ces gens nous vendent des choses qui ne sont pas réelles. Dans 5 ans, on va élire telle personne, on va faire ceci, mais après 5 ans, rien ne change. Donc, partout, politiciens et consorts. Donc, j'ai essayé avec les gens de faire la, ça comme on dit avec Lingala, qui Yungulu. J'aime bien Lingala parce que c'est beau. Il y a des mots comme ça, qui Yungulu. Voilà, tout le monde est passé par là pour, à la fin, récolter que des graines. Les graines, on dit voilà, au moins il y a ça. Et ce qui reste, c'est ce qu'on a essayé de bâtir cette exposition. Et en plus, les thèmes des œuvres qu'on a montrées, c'est la continuité aussi quelque part. C'est la beauté de la femme aussi. Les femmes, quand on voit le dos de mes dos en chaîne, mais rien que l'élément, ça nous rappelle de la scarification, ça nous rappelle des choses. Mais c'était pour la beauté, c'était pas pour faire mal. Donc c'est autre chose. Donc c'est pour la beauté que on a fait cette exposition. Même si les matériaux qui sont utilisés, les gens vont tout le temps me dire ah ça me fait mal. J'ai vu des gens me dire ah je sors d'ici, je suis un peu mal. Oui, c'était ça aussi le but. C'est là qui me diront qui sont sortis de cette exposition complètement contents. Ok, mais moi je pense qu'il restera quelque chose parce que c'est avec l'écriture des gens, avec ce qu'on a mis dessus. Et les œuvres choisies, c'est énorme. Je n'ai pas à dire ça parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de fusion en fait dans votre œuvre totale entre le malheur, en fait, quelque chose de terriblement tragique et la beauté, en fait, que vous arrivez effectivement, cette tragédie, ce malheur, cette souffrance aussi, cette douleur qui est omniprésente par le propos de votre œuvre, vous la transmutez et les œuvres en fait sont belles et vous nous amenez aussi dans une vision finalement de la vie qui parvient à transcender cette douleur pour en voir, pour continuer à voir la beauté en fait, la beauté avant tout en fait ça, dans la vie. Donc c'est extrêmement bouleversant, extrêmement fort. Je voudrais que là le temps avance, hein, mes chers amis. Donc j'aimerais bien qu'on parle plus précisément peut-être de certaines œuvres et aussi évidemment de la présence d'objets des collections du musée et du dialogue finalement entre ces objets et les œuvres. On va regarder le deuxième slideshow justement qui montre plus précisément ces objets et ces œuvres et puis on se retrouve tout de suite après.
œuvres là très fortes qu'on a vues, que ce soit évidemment les dos, les ventres, toutes les sculptures liées aux femmes, mais aussi là les masques, là, la série de masques extrêmement forts, c'est réfugiés, hein, les réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de cette série-là? Et de la manière aussi dont vous avez finalement pensé ou voulu leur lien avec des masques issus des collections. Oui, c'est tout un travail que j'avais commencé. J'avais envie de faire des portraits déjà, beaucoup de portraits des personnages dans la rue. Je me mettais dans un bistrot à Matungé. J'ai photographié, au fait, dans ma tête, les gens qui passaient, des femmes, des hommes, des fois. Et des fois, je les suivais pour vraiment voir le profil et vraiment arriver à avoir fait quelque chose dans ce sens-là. Mais ce qui est bizarre, je n'arrivais jamais à faire les mêmes personnages. Sauf une personne que j'ai rencontrée dans un bistrot et qui m'avait tellement regardé fortement et j'ai pu arriver à faire son portrait. C'était au fait déduire des cartouches, parce que chaque fois, je les soudais ensemble pour faire des corps. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu... Autant mieux faire 10 000, pardon, 1000 ou 1200 d'huile des cartouches, les fondre pour faire un rescapé, parce que je me dis, c'est vrai que les deux sont morts, mais il y a toujours des rescapés. Moi, je suis un rescapé dans mon histoire aussi d'homme, d'artiste aussi. Et si je peux essayer de faire autant de portraits imaginaires comme ça, des personnages, peut-être un jour, ils vont se retrouver. Peut-être que, sans le savoir, je suis en train d'exhumer les gens qui sont partis. Et j'en suis arrivé à 150 corps, 150 masques, comme ça. Figures. J'appelle rescapés. Oui, rescapés. 150. Mais c'est vraiment un grand travail parce que c'est la fonderie. Il faut arriver à faire l'œuvre en argile, après faire les noyaux, faire le moulage de ça, fondre. Donc, au moins un mois et demi pour arriver à faire 2 mois de fois pour faire une figure. Donc, je suis arrivé à 150. Bientôt, j'en aurai 180. Donc, l'idée, c'est d'arriver à 5000. Bon, j'espère que je vais y arriver. 5000 5000 personnes. 5000. Et quand j'aurai 5000, l'idée, c'est d'arriver à 9900, comme on dit à Kinshasa ou en Belgique, 9999 rescapés. Je ne vais pas arriver à 10 000. Parce que je n'ai pas envie que le 0 efface le 9. Parce que le 9, pour moi, c'est la naissance, c'est la survie, la vie continue. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est dans mon esprit. Hein. Le 9, je pense ça comme ça, comme un enfant qui sort. Donc, j'arriverai à 9999 rescapés et j'aurai fini. Mais bon, j'ai encore du travail. Peut-être quelques mois ou années de travail, mais on espère que cette série sera en tout cas présentée. On peut imaginer ce que ça pourrait être une telle série présentée, notamment à l'Africa Museum, hein, à Tervuren. Hein. L'idée, c'est d'arriver Il faut arriver à cette échelle-là pour, j'allais dire justement, fragmenter, réinitialiser la charge coloniale et du passé, en fait, que porte le lieu. Mais c'est ça l'idée aussi, arriver à tout prix parce que rien que ça, vous imaginez, Yoko, dans une salle toute blanche, que ça partout, au plafond, partout. 9999 rescapés, mais il n'y a pas fort que ça. C'est juste ça. Et en plus, les symboles là. Et les chaînes qui, d'office, prennent la place des cheveux. La matière déjà travaillée, les deux des cartouches qui ne sont pas fabriquées dans nos pays, qui viennent d'ailleurs. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a envie de mettre devant. Mais c'est un travail qui est là. Bon, là, on a commencé avec Grand Prix. J'espère que la prochaine exposition, voilà, on verra. On est là, on est parti pour des grandes aventures. Vraiment. Il y a là, juste peut-être, il y a là sur cette série à la fois donc des rescapés de Freddy, mais aussi sur finalement leur
comme ça leur relation avec des masques, des collections. Comment vous voyez ce dialogue aujourd'hui qui est parfois, qu'on retrouve dans quelques expositions avec des objets, des œuvres issues des collections ethnographiques des musées et des œuvres d'artistes contemporains? C'est une question qui est vraiment importante et qui est difficile. Donc, c'est vrai que moi, je l'aborde avec plus une envie de poser des problèmes, de questionner, plutôt qu'avec des certitudes. Donc, effectivement, je pense, je vais reprendre une expression de Jean que j'ai beaucoup aimée. Je pense que la question de Tervuren, c'est vrai qu'on entraîne dans un musée de l'épouvante. Moi, j'ai eu la chance de le voir avant qu'il soit refait. Je l'ai pas vu encore refait, parce que je vais plus autant que cela en Belgique, qui est pourtant le pays dans lequel je suis née, où j'ai passé toute mon enfance. Et c'est vrai que ce musée, c'était le musée de la mémoire coloniale. Comment on classifie, comment on découpe, comment on spatialise, comment on quadrille en fait un espace. Et réinvestir ce lieu, je pense, et d'après ce que j'ai entendu des paroles de Jean Boffan et de Freddy, en fait, demeure une complexité. Alors, il s'agissait effectivement de l'investir avec du cœur, la possibilité en fait de réinventer un discours, et même après ce que vient de dire Freddy, de réoccuper le musée en l'envahissant de milliers en fait d'œuvres, etc., comme une espèce de recolonisation, si vous me permettez l'expression. Mais après, je pense que ça reste un lieu problématique. Et non pas au sens où il ne faudrait pas le réinvestir, c'est pas ça, mais au sens où je pense qu'il faudrait pas effacer le fait que ce lieu demeure un problème. En plus, on est, dans une période où je pense que ça fait à la fois débat, ça fait débat en France, donc j'imagine que ça fait aussi débat en Belgique, ça fait débat dans tous les espaces en fait qui sont confrontés à l'histoire coloniale et aux anciens empires. Mais on est aussi en plein débat sur la restitution. Donc c'est vrai que on peut se demander, mais je pense toujours à une phrase d'Alioune Diop, en fait, qu'il avait prononcée lors du congrès des écrivains et des artistes noirs de 1956 en Sorbonne. Donc, Alioune Diop, le grand fondateur de Présence africaine, et qui disait, en fait, que nos œuvres ont été codifiées, enterrées dans les musées ethnographiques. Comment les réactualiser? Comment les rendre à nouveau vivantes? Moi, ce que je trouve beau, en fait, dans l'exposition, c'est qu'effectivement, vouloir peut-être établir des correspondances avec une œuvre contemporaine et des œuvres effectivement qui ont été captées, parce qu'il s'agit bien d'une captation en fait, à l'époque coloniale, permet de réactiver des mémoires vives. Mais je pense aussi que la réactivation de ces mémoires vives, elle ne peut pas effacer aussi un ensemble de questions. Pour qui réactualise-t-on? Ou est-ce que la signification de ces œuvres doit-elle être réactualisée? Quel peut être le sens d'une réactualisation de la signification de ces œuvres inscrites dans des collections et porteuses de mémoire dans l'Africa Museum? Et donc, je trouve que toutes ces questions, en fait, sont des problèmes. On est aussi toujours confronté peut-être à une difficulté. Alors, moi, il y a eu beaucoup d'espaces, en tout cas d'expositions qui se sont construites sur le dispositif. On met un artiste africain contemporain en correspondance avec des œuvres, des œuvres classiques du continent. Et là, j'ai envie de dire, mais quel concept de contemporanéité se donne-t-on, en fait? Comment est-ce que, finalement, est-ce qu'on reproduit pas là aussi des tropes, des représentations de la bibliothèque coloniale, pour reprendre le nom d'un grand penseur congolais, Valentin Mudimbe, quand on fait ces jeux de correspondance? Et ça, je pense que ce sont des difficultés qu'on ne peut pas du tout effacer, en fait, et qu'elles sont, on est contraint de les prendre en charge, quelle que soit la manière qu'on a d'y répondre, quand on décide, en fait, de s'établir dans ces jeux de correspondance. J'ai décidé de laisser un problème ouvert parce que j'ai pas envie, je vous l'ai dit, de saturer cette discussion avec des certitudes. Moi, j'ai quand même des convictions politiques très fortes. Et c'est vrai que, par exemple, je vais défendre clairement la restitution des œuvres, mais j'entends aussi, en fait, un discours et, des pratiques je vais politiser mon vocabulaire de recolonisation de l'espace par les Congolais, en fait, et d'une recolonisation par la beauté. Et ça, j'entends aussi ce discours, qui est très pertinent et fort aussi. J'appelais ça plutôt une congolisation, parce que dans ce processus de décolonisation, on va décoloniser Tervuren pour pouvoir recoloniser, mais je dis non, on va le congoliser.
D'accord, moi je préfère aussi. Hein. C'est une belle expression. Voilà. Ça lui remettra sa juste place. Mais comme tu dis, le débat ne s'arrête pas là, hein, ne s'arrête pas là du tout. D'ailleurs, que Freddy disait qu'il y aura une suite certainement à cette exposition. Et cette suite, c'est quoi? Moi, mon rêve, c'est justement de refaire l'exposition à Kinshasa même. Ouais, donc dans le truc dans la chose de la restitution aussi, montrer que des œuvres vont partir à Kin et revenir ici. Bon, et qu'on peut discuter sur les restitutions, mais il n'y aura pas de hold-up dessus, il y aura rien. Et aussi, à travers cette exposition, il faut remarquer que les cartels de toutes les œuvres qui sont exposées ont été décrits par le directeur du Musée national du Congo, de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire on a tout seigneur, tout honneur. J'ai écrit à ce monsieur, j'ai dit, excusez, faites-nous l'honneur, d'interpréter les objets du musée. Et c'est lui qui écrit les cartels. Et ça, c'est des petites choses c'est des petites balises. Oui, c'est sûr. Je peux réagir juste à un point sur la question aussi des restitutions. Je ne veux pas du tout lancer le débat là-dessus parce que c'est vraiment pas l'objet de la soirée, je crois. Mais il y a une chose aussi que je trouve importante, c'est que ces questions-là, en fait, elles sont vraiment portées, je crois, par un désir de reconstruire vraiment une autre manière de circuler dans tout le monde, pour le dire comme glissant, en fait. Et il n'y a pas qu'un esprit revanchard, de volonté victimaire, de haine, en fait, qui se manifeste dans ces volontés de restitution, qui sont portées effectivement par des mouvements, soit des coloniaux ou autres. Mais il y a aussi un désir, en fait, de reconstruire, de repenser nouvellement, en fait, le monde glissantien. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on a aussi tendance à vraiment caricaturer toujours le désir de restitution, alors qu'il est aussi porteur d'une utopie, en fait, politique profonde et qu'il faut pouvoir entendre. Merci Yala. On entend un petit bruit de fond, je ne sais pas chez qui, mais ce n'est pas grave. On approche là en fait de 18h, hein, donc des questions-réponses. Mais peut-être avant de prendre déjà quelques questions là qui sont donc posées par le public. Je voudrais peut-être refaire un tour de table. Vous écoutez en fait sur quand même la spécificité de l'œuvre de Freddy dans son pouvoir de transmutation en fait, à la fois je veux dire de la matière en tant que effectivement forgeron, mais aussi de nos imaginaires. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et qui, je trouve, en plus, prend une dimension encore plus prégnante dans la condition actuelle, en fait, dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui, très désemparée, où tout d'un coup, c'est vraiment, j'allais dire, une sorte de prise de conscience des multiples crises et profondément d'une crise quand même culturelle, civilisationnelle, auquel est confrontée l'Europe et qu'elle ne peut plus ignorer. Et finalement, le pouvoir de transmutation là, de la douleur, de la violence, de toute, j'allais dire, une histoire extrêmement traumatique que porte l'œuvre de Freddy devient une sorte de d'antithèse j'allais dire un peu au discours actuel que l'on trouve en Europe, qui sont des fois extrêmement négatifs et j'allais dire fatalistes aussi et très très sombres, parce que peut-être alors ce serait tout le contraire en disant oui, la terre aujourd'hui est vraiment pourrie, terminée, finie, on n'a plus qu'à se suicider, tout est cramé on pourrait dire. Et puis voilà, il y a Freddy Tsimba qui vit au Congo, qui vit vraiment dans le chaos total, qui va récupérer sa matière sur les champs de bataille et qui nous dit non, la terre est plus belle que le paradis, c'est ici, c'est la beauté. Comment vous voyez un peu ce décalage-là et cette puissance-là en fait que porte l'œuvre de Freddy? Parce qu'elle est presque performative en fait. Cette œuvre, elle nous change, elle nous transforme véritablement.
Jean ou Yala ou Freddy, comme vous voulez. Je laisse d'abord Yala et Jean parlera après, je pense. Non, mais c'est pour ça, quelque part, Freddy et moi, nous, on est très proches, quelque part, de cette façon, quelque part, de dire. Je me souviens, quand j'ai sorti le Congo INC, je suis passé à la Grande Librairie, notamment. Et là, on dit, voilà, il montre le livre, c'est le livre le plus rigolo de l'année. Moi, je ne que des tragédies, et lui, il n'a pas venu à trouver ça. Oui, parce qu'on rigole beaucoup. On rigole beaucoup, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève rien quelque part à la douleur. Il faut regarder les choses de Freddy. Un peu comme quelque part, certaines tâches, quand je prends des femmes dans le roman, il y a des écrivaines sur la page. Ah oui. Et l'expo de Freddy, c'est un peu ça, et on a un peu cet esprit-là. Parce que nous sommes des gens qui avons quand même une histoire. Moi, j'ai pensé à écrire et on est des rescapés. Moi, je suis rescapé plusieurs fois. J'ai échappé à des choses, Freddy a échappé à des choses. Donc, forcément, c'est-à-dire qu'on voulait nous faire atteindre le paradis vite fait, à coup de machette ou à coup de revolver, mais ça n'a pas marché. Donc, forcément, la Terre, pour nous, c'est facile de se dire que la Terre est plus belle que le paradis. Moi, comme je suis là, vous ne pouvez même pas imaginer. Hein, parce que voilà, on voulait me faire arriver au paradis un peu avant l'heure. Ah, ben, je m'appelais les kilolates. Je place le paradis, mon Dieu. Et peut-être on est dans une... C'est ça la réalité à Yoko, quelque part. C'est ça la véritable réalité d'un Congolais, la réalité de Freddy Tsimba quand il parvient à boire un verre d'eau froide bien fraîche à Kinshasa, ou quand il parvient à manger une brochette sur une terrasse quelque part, mais mon Dieu, c'est inestimable. C'est peut-être des choses que qu'on perd ici quand on vit ici. Mais voilà, donc du coup, pour moi, tout est sublimé sur la terre. Tout est sublimé, tout est beau, toutes les relations sont fortes. Il n'y a aucune relation qui est, comme Freddy dit, je ne crois pas qu'au paradis, je pourrais vivre ce que j'ai vécu. Voilà. Est-ce que Freddy Tsimba aura encore l'ambition d'aller réaliser les œuvres qu'il nous offre? Non, parce que là-bas, tout est peinard, tout est cool. Donc, est-ce que j'écrirai mon roman? Non. Non, mes romans, je l'ai écrit. Pourquoi? Parce que j'étais choqué par la tragédie rwandaise, cette tragédie africaine. Et je me suis mis à écrire sur le Congo, d'accord. Mais voilà, mais ce sont ces choses-là qui font qui nous obligent à nous dépasser. Qui nous obligent à nous dépasser. Et Freddy, dans l'histoire que je narre dans ce prochain roman, il a été obligé de se dépasser. Il rencontre la mort 2 fois, mais c'est chaque fois 2 fois où il marque un point contre la mort. C'est des rondes, hein, parfois, avec la mort, c'est-à-dire on peut pas perdre le moins de rondes. Et c'est un peu ça. Et moi, j'ai connu ça, j'ai vécu ça depuis tout petit. Et Freddy aussi. Et voilà, en tant que Quinois, on a tout Quinois a connu un coup de feu dans sa vie. Donc, tout Congolais, je dirais. Je ne dis pas tout Quinois, tout le monde. Voilà, et ça, c'est des choses... Évidemment, la Terre est plus belle que le paradis. Pour nous, c'est simple. Ça va de soi. Yala, oui, vous voulez dire Ouais, il y a énormément de choses à dire. Et je pense que c'est une des dimensions de l'œuvre de Freddy qui frappe tout le monde. C'est pas une œuvre mélancolique. Et là, c'est vrai que ça fait du bien, en fait. On sombre pas dans cette espèce de subjectivité atone qui est obnubilée par la perte, par le deuil. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas pleurer de nos morts, bien évidemment. Et je trouve que une des œuvres, en fait, qui pour moi représente vraiment cela, c'est Maison Machette, en fait. Parce que c'est une contradiction, cette œuvre. C'est une contradiction réelle en face de nous. C'est-à-dire que le lieu des possibles est aussi, comment dirais-je, connecté à un lieu d'avilissement. La machette qui peut tuer, c'est aussi la machette, en fait, qui va ouvrir un espace, un champ, etc. C'est aussi une maison, c'est aussi un refuge. Et c'est pour ça, moi, que je trouve le titre de l'exposition, il est vraiment fort. Alors, je répète ce qui a été dit, je me répète également, mais la Terre, c'est un refuge.
et pas un refuge au sens des ONG, on va vous faire une espèce de petit camp de fortune, mais c'est un lieu dans lequel justement la vie doit se multiplier, dans lequel on doit pouvoir reconstituer nos forces pour vivre justement, et un lieu aussi où le monde doit se renouveler finalement dans la pluralité des langages qui sont les siens et dans ses richesses. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans le titre de l'exposition et la manière dont il fait lien en fait avec des œuvres très très fortes en fait de Freddy, dont cette maison Machette. C'est précisément que il y a effectivement un discours qu'on pourrait dire positif, mais c'est quand même un discours qui s'installe toujours dans une contradiction. Le lieu de l'avilissement, c'est aussi le lieu des possibles. Et le fait de jamais effacer ça, le fait de jamais nous livrer, là aussi, comme le feraient peut-être les églises de réveil, qui sont aussi critiquées par Frédéric Sima, une espèce de paradis tout fait, etc., auquel on pourra accéder en donnant des petites choses à nos pasteurs. Je pense que c'est extrêmement important, en fait. Et cette ambivalence-là constante de l'œuvre de Frédéric Sima, qui, moi, me touche profondément. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois que bon voilà, il y a eu beaucoup de choses dites et vous avez vraiment appréhendé, je pense, et donné beaucoup au public. Voilà, dans la lecture de ces œuvres et puis voilà, dans le fait aussi de, je pense, venir voir, ressentir les œuvres de Freddy. Il y a déjà plusieurs questions. Je vais vous donner les deux premières et n'hésitez pas donc à continuer à les poser dans le chat. La première alors est une question pour Jean et donc on voudrait savoir en fait quand vous avez évoqué la question de faire sauter les portes du musée, comment finalement est-ce que c'est aussi par cette dimension fictionnelle que vous ouvrez finalement les portes du musée? Est-ce que donc ça c'est une première question pour Jean. Est-ce qu'il s'agit d'une dimension voilà fictionnelle, ouvrir les portes par la fiction? Il y a une deuxième question pour Freddy sur le sens en fait de la profusion des clés que vous utilisez vraiment comme matière de vos sculptures et notamment autour d'une tête d'un personnage. Est-ce que c'est finalement aussi, est-ce que il y a une dimension, une symbolique de l'accès et du chemin qu'il y a à mener à travers la complexité du monde? Donc, quelles sont les clés à trouver et à privilégier? Donc, c'est déjà deux grandes questions. Et puis après, j'enchaînerai sur la troisième question, qui est aussi une belle question. Jean répondre, après moi je répondrai. Vous voulez répondre? Ouais. Non, mais on posait la question si faire sauter les portes du musée, c'était on était dans la fiction. Non, parce qu'on a quand même on a réussi à le faire quand même pendant quelques mois quand même. Et donc voilà, on était pas du tout. C'était vraiment, c'est-à-dire que si l'expo se déroulait tel que Freddy et moi l'avions pensé, si on était resté dans la fiction, on serait là. D'accord. On serait d'abord pas arrivé à ce que vous avez pu voir. Voilà les textes qui ont Oula. Ça va. Mais il y a de plus en plus l'ambiance quinoise qui nous rattrape. C'est bien. Donc voilà, c'est pas du tout fictionnel. C'est-à-dire que parce qu'il faut pas croire que c'est évident. Comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est un artiste contemporain congolais qui a investi ce lieu, accompagné d'un commissaire congolais aussi. Au début, savoir qu'on voulait, voilà, il y avait des gens qui voulaient qu'il y ait un co-commissariat. Bon, déjà ça a commencé comme ça. Il fallait un co-commissariat. Mais il faut faire un petit peu court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais juste. Ça c'est quand même quelque chose d'assez important parce qu'on n'a pas accepté la chose. Tout le reste, les principes, tout ce qui est écrit, tout ce qui se passe dans ce musée, c'est vraiment une réalité. Sinon, ça n'aurait pas été comme ça. Sinon, ça aurait été, il n'y aura pas eu d'ouverture. Et là, déjà, on voit déjà une ouverture. Moi, je peux savoir que oui, c'est vrai qu'il y a des choses.
ce sera toujours c'est toujours le musée de Tervuren, peut-être. Je vous parlais de progression et d'évolution. Mais moi, je peux vous dire qu'en 6 mois de travail, il y a des choses qui ont vraiment progressé et évolué. Alors, du coup, j'en profite quand même pour rebondir sur la question d'après, parce que là, vous évoquez ça. On vous pose la question, pensez-vous que par votre travail, cette exposition va ouvrir durablement de nouvelles perspectives de questionnement et de recherche au sein de l'Africa Museum? Mais oui, moi, c'est ce que je crois, parce que la chose que je répétais presque à chaque réunion, parce que c'était pas difficile, c'était pas facile les réunions, c'était houleux, comme je vous dis, parfois, je peux demander il faut 4 jours de discussion ou une semaine de discussion avant de pouvoir l'obtenir. Donc, ça a été vraiment très, très, très difficile, mais ce que je répétais à tout le monde tous les jours, c'est dans ces réunions, ou parfois il y a des clashs, souvent d'ailleurs, c'était que, écoutez, pour l'instant, vous êtes pas bien. Parce que, moi, je les embêtais beaucoup, quand même. J'ai rendu la vie difficile. Ça ils peuvent témoigner, ils ont souffert. Ils n'ont jamais souffert comme ça. Je leur disais que voilà, je vous rends la vie difficile, mais après, vous verrez le jour du vernissage, vous allez tous sourire. Et en fin de compte, c'était ça. Moi, je savais que, parce que moi, j'avais déjà mal pour commencer. Avant déjà de commencer, dès qu'on m'a fait la proposition, j'avais déjà mal partout. Mais voilà, eux, ils ont vécu quelque chose de semblable à moi. Mais en fin de compte, ça a soulagé beaucoup de monde. Ça a été un espèce de baume dans l'esprit et dans le cœur des gens. Des gens avec qui on a travaillé, avec tous les gens de Tervuren avec qui on a travaillé. Et effectivement, à la fin, tout le monde souriait et que tout le monde, il s'agissait de retrouver réellement sa juste place. Moi, c'était un peu ça. Il fallait retrouver, le Congo. Qu'est-ce que le Congo est dans ce musée? Bon, ils ont vu que le Congo prend la première place et que eux, ils sont là, ils gardent des choses. OK, mais ils sont là aussi pour s'édifier aussi. Ça aussi. On leur a appris beaucoup de choses, Freddy et moi, pendant qu'on était là-bas. Ils ont appris beaucoup de choses. L'esprit, justement, quand Nadia parlait de cet esprit de bataille, peut-être de revanche, etc., il n'y avait pas ça. Nous, on travaillait quand on était dur, on était intransigeant, c'était pour arriver à un résultat qui sera réellement un travail entre eux et nous. C'était réellement ça. Et alors, le résultat, c'est ce qu'on voit. Toutes ces œuvres qui sont exposées, elles sont exposées d'une façon sublime. Et, tout à fait. Voilà, et l'esprit que vous voulez donner à chaque chose est bien dedans. Il fallait que les choses reprennent leur juste place. Merci, Jean. Freddy, par rapport à la symbolique des clés dans vos œuvres, dans plusieurs de vos œuvres, est-ce que vous pouvez répondre? Et puis répondre aussi sur cette question, effectivement, de l'ouverture, en fait, que marque cette exposition au musée de Tervuren. Je pense que, merci pour les questions. Les clés, pour moi, c'est l'ouverture déjà. Donc, je me dis qu'on doit tous être des clés pour les autres. On ne vit pas tout seul, on vit pour les autres. Quand on montre une clé à une personne qui est enfermée, c'est la liberté. Quand on montre une clé à une personne qui est dehors, on lui dit, voilà, c'est aussi l'enfermement. Donc, cet élément-là que je joue avec. Donc, c'est la liberté et l'emprisonnement. J'aime les éléments qui ont double sens dans mon travail parce que je me dis, c'est comme la vie et la mort. C'est un peu dans cet élan-là que je travaille toujours. Et la personne avec la tête où il y a des clés partout, donc c'est comme si il est en train de rêver. Il est en train de vivre un monde comme dans une sorte de nuage et il doit chercher lui-même ses ouvertures, sa sortie, ses ambitions. Donc, rien n'est facile sur Terre. C'est un peu ça. On doit tous chercher des clés pour ouvrir des portes. Mais pas tout seul, mais pour les autres. Mon travail, c'est un travail qui amène les autres à être en communion avec les autres aussi. Je me dis, je ne veux pas vivre, seul. J'ai envie des autres. C'est un peu la clé de l'ouverture, la clé de la vie. Et on avait parlé tout à l'heure d'ouverture des portes, mais on avait nos clés. Donc, on a amené nos clés, les clés Chassa, et de partout. Les clés, j'en trouve partout. Les clés, il y en a partout. Il y a un élément qu'on trouve partout. S'il y a des douilles partout, on dira au Vatican, il n'y a pas des douilles, mais il y a des clés au Vatican. Donc, pour dire qu'il y a des clés partout. Les imams ferment leur mosquée avec des clés. Donc, les clés, c'est un élément capital pour l'humain. Si on doit s'inspirer des clés, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Et parler de l'ouverture. Oui.
de l'ouverture du musée, je pense que démarrer avec cette exposition, ça sera comme un code de repère pour les expositions à revenir. C'est sûr, parce que je sais que ce qu'on a, les gens ils entrent, quand ils sortent, il y a autre chose. Ils viennent avec d'autres discours, mais en sortant, c'est autre chose. Parce qu'on n'est pas parti, on est parti vraiment avec. C'était pas une détermination. On est venu comme tout ce qu'on a toujours eu, tout ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on a amené là-bas. Avec Jean, son écriture, et moi avec mes créations. Donc, on est allé là-bas. C'est ça. Donc, il n'y avait rien à dire. On avait que ça à amener. Et en plus, on a amené juste une partie, parce qu'il y en a tellement. On en a tellement. On peut encore faire 4 ou 5 expositions dans des lieux différents et aussi dans cette envergure, parce que c'est pas ça qui manque. Donc, je pense que c'est une grande porte qui est ouverte et on doit continuer à aller dans ce sens-là, nous, artistes de partout, du Congolais, de Libreville, tout le monde. Donc voilà, pour arriver à l'osmose, pour vraiment triompher, mais que la création triomphe. Ce n'est pas pour nous, mais plus pour la création, pour la culture, parce que la culture, moi je pense que c'est ça qui va sauver la vie, qui va sauver la terre. La culture est immense et elle est mondiale. Ce n'est pas une culture, mais plusieurs cultures, mais en une culture. Merci Freddy. On parlera ensuite, il y a une question par rapport justement aussi aux générations qui viennent. Mais il y a là, on aurait envie de vous entendre évidemment sur la symbolique des clés et plus largement aussi sur les différents matériaux qu'utilise Freddy dans ses œuvres. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais revenir aussi sur un point, en fait, tout à l'heure, sur la question de la correspondance entre les masques et les rescapés. Je trouve là aussi, je trouve que c'est pas une correspondance qui est évidente. Et je pense en fait que là aussi, moi je vois aussi dans le jeu des ambivalences, des doubles sens en fait avec lequel aime bien s'amuser Freddy. J'y vois en fait quelque chose de l'ordre de l'ambivalence parce que moi cette œuvre j'ai eu la chance en fait de la découvrir pour la première fois dans l'atelier de Freddy quand j'avais découvert pour la première fois à Kinshasa et j'étais entrée dans cette pièce où il y avait tous ces visages et c'était très saisissant. Et j'ai pas vu des masques, en fait. Et ce que j'ai vu particulièrement, un masque, c'est ce qui sert à dissimuler, à recouvrir un visage, à l'empêcher de signifier. Or là, ce qui nous est montré, c'est précisément l'inverse. Le refus de dissimuler la douleur, le refus de dissimuler le fait, ce que c'est que la vérité de ce que ça peut être une souffrance. Et je trouve que il y a une certaine ironie, je trouve, alors de la part de l'artiste, je pense, à avoir essayé justement de coller des masques qui ritualisent la vie dans des moments importants, avec des visages en fait tordus qui ne ritualisent rien du tout en fait, mais parlent aussi des haleines quotidienneté de la violence. Et donc il y avait cette ambivalence et cette contradiction aussi dans le jeu que je crois déceler en fait, que j'avais envie de pointer en fait. Et alors après sur les matériaux, donc je vais pas répéter des choses qu'on sait sur l'œuvre de Freddy, mais c'est vrai qu'il y a tout ce jeu sur le matériau, la récupération des douilles, le jeu avec le métal là aussi et la forge. Moi j'aime beaucoup la symbolique des clés telle qu'elle a été décrite. C'est-à-dire qu'effectivement, donner une clé à une personne qui aime vivre dehors, c'est lui promettre la prison, parce qu'après tout, on peut ouvrir une porte, mais on ne sait pas si la porte qu'on va ouvrir ne va pas se refermer définitivement derrière nous. Donc, je ne répète pas plus de choses à dire que cela, mais moi, ce que je voulais toujours pointer, en tout cas, c'était cette manière aussi, je crois, et ça permet de revenir aussi sur des choses qui ont été dites par Jean, mais je pense qu'il n'y a pas de littéralité, en fait, dans le jeu de correspondance que les artistes Jean et Freddy ont établi avec l'œuvre des collections de Tervuren. C'est pas parce qu'on a des visages de rescapés qu'on a des masques. C'est pas parce qu'on a des figures de la maternité qu'on va retrouver, je sais pas, dans les sculptures Congo, etc., qu'elles disent effectivement quelque chose de la manière dont Freddy va se rapporter au corps des femmes et à la maternité. Et je pense en fait que ce qui est intéressant en fait dans le dispositif qui est mis en place par les artistes, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, mais ça il faudra en discuter. Je ne veux pas non plus hyper intellectualiser. C'est peut-être de se dire que qu'il n'y a pas de correspondance en fait à faire. Il n'y en a peut-être pas, en fait. Et peut-être qu'ils sont aussi en train de jouer avec nous et de se moquer de nous en nous faisant croire qu'il y a des liens là où il n'y en a peut-être pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu d'ironie, en fait, dans leur travail. Mais c'est la manière que je viens de me projeter. Il faudrait que je vois l'œuvre. Mais connaissant les personnages un petit peu, Jean et Freddy, je pense qu'on peut aussi compter sur leur capacité à être
à se jouer aussi un peu de nous, de nos préjugés et des lieux communs avec lesquels on peut aborder soit des collections de musées ou des productions artistiques, en fait. Et moi, ce que je voulais souligner par rapport à ce sujet-là, de ces masques, de ces correspondances, c'est que moi, je parlais tout à l'heure de réalité et de fiction. Bien, c'est toi plutôt qui parlais de réalité et de fiction, Nadia. Et quelque part, les visages de Freddy, c'est la réalité. Comme tu dis, tu es arrivé là-bas, tu as vu des visages, tu as vu des êtres. Tu as vu des êtres. Alors que les masques, ce sont des incarnations. C'est-à-dire que l'homme peut être un tueur la nuit, mais le jour des fêtes, il portera son masque de tueur et il s'exprimera en tant que tueur ce jour-là. Mais en dehors du temps, il cachera son état de tueur. Et comme disait, le masque, c'est fait pour montrer, pour feindre, c'est pour vous montrer, non, pas montrer, justement, c'est fait pour cacher, pour représenter et des choses comme ça. Et là, c'est un peu, ça dit que la réalité de la personne, tu ne la verras pas, tu ne la verras qu'à travers le masque. Et il y a une ambivalence là aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas si on veut, et pourtant c'est comme ça. La personne ne montrera pas. Mais le jour des fêtes, quand il portera le masque, là, il va s'exprimer en tant que tueur. Il risque même, comme c'est écrit dans les cartels, il y a quelqu'un qui marche auprès de lui avec un grand bâton, au cas où il pète les plombs, entre guillemets, et il décide de tuer quelqu'un parmi les convives pendant la fête. Donc, il y a aussi ça, il y a cette dimension-là avec ces masques. Il y a un masque que j'avais vu qui n'est pas ici, qui n'a pas été exposé ici, parce que ça n'a rien à voir. Mais par hasard, on me montre un masque. C'est un masque Mwaka. Moi, je suis Mongo. C'est un masque Mwaka. J'ai vu ce masque, et ce masque c'était un masque, bon, il était là intervenant. Quand je disais intervenant, je dis, ces choses-là sont à nous. Ce masque a l'air de réjouir. Ils m'ont montré, un conservateur m'a montré le masque, fier d'un masque Mwaka, des Gaza. Alors que moi, ce masque, quand j'étais petit, parce que moi, j'ai grandi chez les Mwaka, chez les Gaza, à Karawa quand j'étais petit. Donc, moi, ce masque me faisait peur, parce que c'est les masques de l'excision, petite sœur. C'est le masque qu'on porte pour les excisions. Pour moi, c'est une épouvante. Pourtant, je suis Mongo. Mais, voilà, et on ne sait pas ce qui représente réellement ce masque. Et parfois, il y a des ambivalences, il y a des choses, parce que quand on porte ce masque, quand elles viennent danser dans les parcelles pour recevoir un peu de monnaie, elles viennent danser, elles venaient à la maison, elles venaient danser chez nous, et papa et maman leur donnaient de l'argent. Mais c'était l'épouvante, parce que il y avait l'excision derrière cela. Donc voilà, tout est comme ça, Yala, je crois. Tout est comme ça, il y a le côté lumineux, le côté sombre des choses, et l'œuvre de Freddy ne traduit que cela. Mon œuvre, mon travail, c'est toujours cela. Je crois qu'on doit juste se faire à cela. Il y a l'ombre et la lumière. Et tout dépend sur quel plan on se met, sur quel biais on regarde les choses pour influer sur cette lumière. Les deux sont intrinsèquement liés, quoi. Et ouais. Je vais vous donner on approche de la fin du webinaire. Je vais vous donner les dernières questions. Tout d'abord, une question pour Freddy. Comment votre art a-t-il été reçu à Keene ? Cette personne demande aussi, on revient aussi effectivement sur la symbolique. Alors là, c'est pas des clés, mais des machettes. Si vous pouvez aussi, donner un peu votre vision de cette symbolique-là. Une question aussi pour Freddy sur. Donc, avez-vous un système ou envisagez-vous de mettre en place un système ou un lieu pour les jeunes artistes, car l'héritage doit rester de génération en génération? Donc, quelle est la question de la transmission? Je commencerai par ça. Et peut-être, je dis comme ça, après on rebondit directement, comme il nous reste plus tellement de temps. Et une question pour Yala. Quand vous parlez de réactiver les mémoires vives, on est contraint de les prendre en charge. Donc, pourriez-vous donner plus d'explications? L'artiste est un passeur, mais il ne peut être seul à porter cette charge. Voilà, alors peut-être Freddy. Je commence par, c'était d'abord la machette, non, je sais plus. Oui, c'est ça, la machette. La machette, l'élément machette, moi j'ai dit, c'est un élément qui, au départ, dans nos pays, quand on disait machette, c'était pour cultiver.
Mais la machette, au fil des années, a fait des dégâts. Parlons du Rwanda, de Kinshasa, de Kuluna. Il y a eu plein de choses, même au Japon, entre les Chinois et les Japonais. Donc, c'est toute une histoire avec la machette. Le machette a été déformé, donc c'est devenu un instrument pour ôter la vie. Donc, en faisant la maison machette, pour moi, c'était une façon d'exorciser pardon, cet élément parce que voilà, je me dis, tiens, au moins une fois, je ferai une maison, comme une vente de femmes. Donc, où l'enfant est on peut dire en sécurité. Mais en venant vers cet élément, déjà, c'est comme si on doit transcender cet élément machette pour arriver à vivre autrement, à trouver la sécurité. D'où cet élément m'a beaucoup parlé. Et l'idée, c'était de faire des maisons machettes partout. La première maison machette a été réalisée. Je voulais la faire en Ouganda, mais j'ai eu la lettre officielle du gouvernement ougandais qui ont refusé de ne pas la faire. On dit, M. Timba, vous ne voulez pas faire cette maison ici chez nous. Donc, je n'ai pas pu faire ça. La deuxième a été faite au Bénin, la troisième au Cameroun, la première c'était à Kinshasa, et la cinquième maison c'était au Stand. Donc pour dire que l'idée pour moi c'est d'arriver à faire des maisons machettes un peu partout, comme un lieu où les gens vont passer, comme une sorte de lieu de passage ou de purification, parce que voilà, au moins on ne va plus faire du mal aux gens avec, c'est pas que la machette, ça peut être par la parole aussi. De cet élément à une dimension plus forte pour moi. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire un mot sur la manière dont la maison machette a été reçue à Kinshasa? On voyait d'ailleurs la photo, en fait, tout le quartier là, qui portait à un moment la maison machette. Comment ça a été reçu à Kinshasa? Déjà, c'était grave, il fallait l'amener à minuit. Mais par qui? Par les militaires congolais. Parce que la transporter déjà sur Kinshasa, ça allait créer des dégâts. Et je n'allais même pas arriver avec ça. J'ai dû négocier avec les militaires et ils ont transporté avec leur G-Funk, un grand camion militaire. Et on a amené ça au marché de la Liberté, au centre d'équipe. Bon, on appelle ça le quartier chinois parce qu'il y a au moins des milliers de gens. C'est quand même le quartier le plus populaire. Et à minuit, on a déposé l'œuvre. À 6 heures, tout le monde était au courant, du gouverneur aux populations. Donc c'était vraiment comme une sorte de message que j'avais eu même peur parce qu'il fallait se cacher. Et chacun interprète à sa façon. Comme quoi cette maison a été financée par le gouvernement et il donne l'argent à un grand bandit du Congo pour exorciser les Kuluna. C'est pas vrai. Moi, je n'ai pas eu l'argent du gouvernement. Donc, d'où les gens étaient quand même sceptiques parce que c'est comme si je venais donner. Ils avaient besoin de machettes pour cultiver, pour amener au Bandundu parce qu'ils parlent de Bandundu. Mais quelqu'un a quand même saboté cette matière. C'était 1000 machettes soudées, donc c'était comme si j'avais gâché l'outil qui devait nourrir les familles. Donc il y a des gens qui étaient contre ça, et d'autres étaient contents et m'ont juste dit si on pouvait les peindre parce que ça manquait de la peinture. Donc chacun interprétait cette œuvre à sa façon. Et pour moi c'était fort parce que même les Kuluna ont quand même réagi, parce que pour eux c'était comme si je leur disais tiens, voilà la machette, il faut construire vos vies avec ça, il faut construire vos vies en utilisant ça pour cultiver, mais pas en faisant du mal aux gens. Donc, il fallait jouer avec ça, mais tout en étant modéré parce qu'il y avait devant moi tout le monde qui était excité parce que c'était énorme de voir cette œuvre-là qui n'a jamais été créée. Donc, pour moi, c'était quand même fort. Et par rapport aussi à la maison, j'ai dû la faire transporter sur Matongé par 100 jeunes qui ont transporté et en faisant le deuil, comme on transporte les cercueils, pour exorciser les gens, pour dire tiens, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la vie, chanter comme des deuils pour transporter ça tout Matongé. Et ça a été vraiment énorme comme performance déambulatoire. Et ça, j'en garde de bons souvenirs pour la manière de la fête. Merci. Et sur la question de la transmission aux jeunes générations, Freddy? Oui, pour la génération future, j'ai fait ce travail depuis toujours. Je ne fais qu'à Kinshasa. J'y vais au Bénin, où je suis parmi les Ouagadougou, pardon. Ici, parrain d'une biennale des sculptures où les jeunes viennent partout. Chaque jour, je reçois des milliers de mots, de phrases, de propositions pour les jeunes, pour leur aider un peu dans leur projet. Et j'ai une sculpture que j'appelle le couloir humanitaire. C'est mon atelier, en fait. C'est un lieu de passage où tout le monde vient. Donc, les jeunes, ils viennent tout le temps pour j'essaie d'expliquer un peu la matière, comment la transcender, comment arriver à la mettre en relief. Et là, j'ai un lieu qui est en construction, mais ça prend du temps.
Mais l'idée, ce n'est pas avoir un lieu fixe. L'idée, c'est qu'elle soit mobile, de circuler, d'aller à Kampala, d'aller à Port-à-Pitre, d'aller partout comme un oiseau, pour au moins arriver à transmettre, mais à discuter avec les jeunes, parce que je sens que après les études de diversité, il y a toujours des vides. Les jeunes tendent vite à copier ou à trouver entrer dans les circuits pour vendre les œuvres, mais ce n'est pas ça. Il faut que l'œuvre soit habitée. Donc, moi, je crois sur ça, je circule beaucoup. Et à Kinshasa, tous les gens me connaissent. Que ce soit peintre, sculpteur, cinéaste, je suis l'ami de tout le monde. Moi, on m'appelle Moukouboua, donc Kouloutou, donc voilà, c'est un peu ça. Juste rapidement, combien de jeunes travaillent avec vous aujourd'hui? Là, j'en ai 4. 4 qui sont avec moi, mais dans les circuits, j'en ai une trentaine qui sont là, qui circulent, des cinéastes, des photographes, des peintres, ils viennent toujours, ils viennent tout le temps, ils ont des projets avec qui je discute avec eux. Donc c'est ouvert, c'est pas que la sculpture, parce que dans la peinture, je vois des choses. Et donc je dis, bon, voilà, pour ta peinture, essaie. Donc je donne des pistes, où on discute ensemble et après ils trouvent des pistes après. Ils en parlent tout le temps. Ils sont remerciés. Avant d'écouter Yala, je voudrais juste rappeler, parce qu'on ne l'a pas évoqué, que Renaud Barré a tourné un documentaire Système K sur la scène artistique de Kin, et dont vous êtes vraiment l'un des protagonistes. Et là, on vous voit vraiment dans votre quartier, dans votre atelier, la manière dont vous travaillez aussi avec les jeunes. Et il y a un extrait d'ailleurs enfin des rushs en fait de Système K qui sont projetés dans l'exposition, et c'est assez magnifique d'être tout d'un coup plongé comme ça dans votre quartier. Génial. Ouais. D'ailleurs, je crois que le film sera projeté. Ça, il faut que le public reste au courant dans le cadre, en fait, en lien avec l'exposition. L'intégralité du film de Renaud Barré sera projetée dans quelques mois par l'Africa Museum. Yala, par rapport à la question qui vous a été posée. Oui, il y a deux choses. Déjà, moi, je considère pas je pense pas les artistes comme des missionnaires. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est juste que la contrainte de la réactualisation, il me semble qu'elle a été formulée à l'encontre des commissaires de l'exposition, c'est-à-dire comment vous faites dialoguer cette œuvre avec les collections du musée. Donc, elle vient pas de moi. Et après, la deuxième chose, en fait, qui me paraissait importante, c'était plus un questionnement qu'une position dogmatique arrêtée. Et je repartais d'un texte que j'aime beaucoup, d'un penseur que j'aime beaucoup, Alioune Diop, qui là aussi, en 56, se demandait, mais que faisons-nous des collections d'art africain ancien, classique, qui se retrouvent dans les musées ethnographiques? Nous avons besoin de les réactualiser. Et nous avons besoin de les réactualiser. Cette réactualisation, elle doit être prise en charge par les intellectuels, par la société civile, je sais pas, peut-être par les enseignants, par les artistes. C'est complètement ouvert. Et ce qui est ouvert également, c'est le questionnement, mais pour qui doit-on les réactualiser? Dans quel lieu, dans quels espaces? Et ça, je trouve que ce sont des questions qui sont vraiment importantes et qui font écho, là aussi, à toutes les pensées, tous les engagements qu'on retrouve autour de la décolonisation des savoirs, la décolonisation des musées, la décolonisation des arts. Mais ce sont des questions que je trouve vraiment très importantes. Et évidemment, pour aller dans le sens de la personne qui m'interpellait sur ce point, les artistes ne sont pas des missionnaires, les artistes n'ont pas à sauver le monde, n'ont pas à prendre en charge tous les malheurs de la planète. Et je pense que là, c'est vraiment une question collective et politique, en fait. Et c'est pour ça qu'elle fait débat aussi également dans la société civile. Merci. On a déjà, il est un peu 18h30, passé de quelques minutes. Donc, c'est vraiment la dernière question. Peut-être si on peut, mais juste très rapidement, un mot de conclusion à chacun de vous pour savoir quelle pourrait être la suite de cette exposition. Et notamment, est-il possible d'aller à la rencontre de ces œuvres sur le continent? Y a-t-il un projet d'exposition de cette exposition sur le continent? Et avez-vous eu déjà des retours critiques en fait sur l'exposition, et qu'en pensez-vous? Alors peut-être on fait un tour de table, allez, Freddy, Jean et Yala, et puis on donne la parole à Bruno qui conclura le webinaire. D'après les premières discussions, les discussions qu'on a eues avec le musée, normalement, l'expo, comme je vous avais dit tout à l'heure, devrait voyager.
On a quelques pistes aux États-Unis ou l'Angleterre, mais notamment il y a le Congo. On va certainement essayer de le faire, donc, parce que je crois que c'est une exposition qui voyage, les expos voyagent de toute façon par principe, mais aussi le Congo est important. Ce sera plus qu'un voyage de quelques heures qui partent à Kinshasa et qui reviennent, ce sera autre chose. Et ce sera aussi des œuvres de Freddy Tsimba, parce qu'en général aussi les œuvres du Congo, elles arrivent en Europe, elles sont vendues en Europe, mais elles ne retournent pas au Congo. Toutes nos œuvres sont, parce qu'il y a tous ces objets qui ont été recueillis par certains musées, mais il y a aussi les œuvres contemporaines qui partent du Congo, qui arrivent ici, qui sont achetées par des grands collectionneurs, et ces œuvres-là ne retournent plus au Congo. Donc nous, on voudrait aussi une question symbolique aussi, c'est de faire revenir les œuvres de Freddy Tsimba au Congo. Vous comprenez, il y a ça. Il y a les objets du musée ce serait bien qu'ils aillent faire un petit tour au pays des ancêtres. Et ce serait bien aussi que les œuvres de Freddy Tsimba, ce serait aussi une première de faire entrer tout un tas d'œuvres au Congo. D'accord, merci. Mais voilà, il y a une ouverture. Quand on parlait d'ouverture, c'est réellement une ouverture pour nous. Freddy ? Oui, je pense que je demanderais aux gens qui n'ont pas encore vu l'exposition qu'ils aillent voir, qu'ils ne s'arrêtent pas à voir le brin de photos qui sortent dans les nets là. Non, il faut qu'ils aillent voir eux-mêmes. Et ils seront vraiment surpris. Parce que même moi-même, je peux dire que je n'ai jamais eu autant d'œuvres concentrées dans un lieu comme ça. Et pour moi aussi, c'est une surprise, une découverte aussi de mon travail. Le peu que j'ai pu m'amener, je peux dire qu'ils vont être émerveillés, ça c'est vrai, parce que les textes, le contexte même, comment ça a été scénographié, donc ils seront surpris. Il n'y a pas que les œuvres, il y a les rideaux, coup fatal, avec plus de 50 000 de cartouches. Donc ça c'est monumental. Il y en a 2 rideaux. On n'a même pas tout mis, on a mis juste 4 rideaux. Il y en a 15 rideaux. On n'a mis que 4 parce qu'on ne peut pas tout mettre pour ne pas saturer les lieux. Donc avec la direction des gens, on a fait quelque chose de capital. Et de notre côté, comme on a dit tout à l'heure, on a enlevé les portes. On a mis nos portes à nous. On a mis nos fenêtres à nous. C'est comme ça que ça va fonctionner. Les gens qui viendront après nous, s'ils trouvent que la porte n'est pas faite à leur niveau, ils peuvent aussi mettre les portes en liane, je ne sais pas quoi. Donc, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. C'est ça la force aussi. Ça va être des portes avec des chaînes, pourquoi pas. Donc, c'est cette ouverture que nous voulons pour cet espace-là. C'est important que l'exposition soit montrée au Congo et en Afrique plus largement. Oui, c'est important. Je pense que c'est ce que je pense que une fois à Kinshasa, ça aura encore du succès parce que je passerai à la télé, je parlerai en lingala. Les gens parleront en lingala. Ils parleront du Congo, ils parleront en Chiluba, en Swahili, ils parleront dans les langues du pays pour faire comprendre aux gens que ce que nous faisons, nous sommes aussi importants. C'est ce qu'on veut leur dire. Que chacun de nous, il n'y a pas de petit, président de la République, sentinelle, docteur, médecin, tous sont importants pour que le monde aille mieux. C'est ça, on ne peut pas mettre les gens de côté. Donc on est tous là, chacun amène sa part de cadeaux, on peut dire, pour l'humanité. Et voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc la porte est ouverte et qu'ils aillent voir les solutions. Hommes, enfants, jeunes et vieux, tous, ils sont les bienvenus. Merci. Et Yala, peut-être le mot de la fin et de la conclusion, on vous revient. Je trouvais que Freddy avait très bien conclu avec un message complet d'ouverture à tous. Mais moi, j'espère, enfin, c'est plus un désir, j'espère que l'exposition va voyager, en fait, puisqu'une exposition qui vit, c'est une exposition qui voyage. Et ensuite, juste... je m'interroge beaucoup et je suis très curieuse de savoir, en gros, comment Freddy va renvoyer la balle également à Jean et comment Jean, à un moment, va réapparaître dans le travail de Freddy, etc. J'aimerais bien voir comment va se continuer ce dialogue parce que j'ai l'impression que c'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Heureusement, tu as senti ça.
clair, c'est clair. C'est loin. Ça ne fait que commencer. Mais vraiment, merci beaucoup à tous les trois là pour cet échange, voilà, cette conversation. Je pense que ça a été très riche et voilà qu'on ait déjà vu l'exposition, qu'on aille la voir. Il faut y retourner parce qu'il n'y a pas seulement à voir. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à ressentir en fait, à se laisser transformer. En fait, à la fois par les œuvres de Freddy, par le regard de Jean, les mots de Jean, les textes aussi, et finalement avec votre vision, la vision conjointe en fait que vous avez réussi totalement effectivement, et l'esprit que vous avez réussi à insuffler dans cette exposition. Donc merci beaucoup, merci Bruno évidemment et toute l'équipe du musée aussi pour ce travail qui finalement apparemment a été difficile, mais voilà, dont on sait la qualité aussi. Donc à bientôt. Je te laisse conclure et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous quatre et merci certainement à Freddy et Jean. C'était un plaisir de travailler avec vous, certainement. C'est vrai que c'était un grand plaisir d'ouvrir ce musée. L'expo n'était pas possible sans Freddy, sans Jean, non plus sans Henri Bonjoukou, que je veux fort remercier, toute l'équipe au musée. Évidemment, il y a les partenaires institutionnels comme Bellspo, la Loterie nationale et la DGD, mais je veux spécifiquement remercier deux partenaires importants pour ce projet. C'est Africalia. C'est qu'Africalia a fait avec Frédéric Jacquemin était très important et sans eux, on n'aurait pas pu faire cette expo. Et c'est Wallonie-Bruxelles International et surtout le centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa et Catherine Brahi qui a fait que les œuvres de Kinshasa ont pu venir jusqu'en Belgique et c'est important aussi de leur remercier. Prenez soin vous tous, venez voir l'expo, vous avez encore du temps jusqu'à août l'année prochaine. Merci beaucoup. Tout à fait. Il y a un très beau catalogue aussi, effectivement, hein, et vraiment, ouais, très très beau catalogue. Donc, à bientôt. Un grand merci. On se retrouve à l'exposition alors. Hein, un de ces jours. Merci beaucoup au public. Désolée, je pense qu'il y a eu quelques petits parfois soucis sonores, mais j'espère que voilà, vous avez pu suivre l'échange. Il sera peut-être de nouveau en ligne sur la chaîne YouTube du musée dans quelques temps. Une très belle soirée et merci pour toute la force voilà, que vous nous donnez. À bientôt. Au plaisir. Merci. Au revoir.